Nous sommes samedi 21 mars 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ce 18h. La baisse des niveaux des élèves est un problème complexe lié à plusieurs facteurs, notamment le manque de moyens pédagogiques, un suivi parental insuffisant, mais aussi l'influence des réseaux sociaux, entre autres. Une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques acteurs de l'éducation afin d'aborder les sujets. Les détails dans ce reportage signé par Korotoum Diabaté et Ablé Sogodougou. Le système éducatif devient de plus en plus préoccupant, dû à la baisse des niveaux des élèves, entre le manque de suivi parental, le manque de lecture, les réseaux sociaux, l'inscription tardive des enfants, le pléthore dans les classes. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. On a tendance à voir aujourd'hui que les enfants sont inscrits très très jeunes, souvent en première année, même 3 ans, 4 ans. Donc ça, c'est un premier facteur. Dans le deuxième facteur, on pourra dire également que les élèves ne lisent plus. Donc vous pouvez trouver un enfant malien qui va de l'école jusqu'à la fin de ses études, il ne lit pas 2 livres entiers. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, il faut qu'on revienne à la lecture. Et en troisième position, moi je dirais que les parents ont baissé les bras. Les parents ont baissé les bras. On ne regarde plus les cahiers des enfants, on ne leur fait plus répéter à la maison. Donc ce sont ces différents facteurs qui font que le niveau est en train de baisser considérablement. Donc, pour y remédier, moi je pense qu'il faudrait d'abord revoir l'âge de scolarisation de l'enfant. Un enfant ne peut pas aller à l'école classique à partir de 4 ans, 3 ans. Aussi que les parents regardent, veillent sur les dossiers scolaires des enfants, sur leurs devoirs et tout ce qu'ils font. Donc moi je pense que si on faisait cela et on les faisait lire également, c'est à travers la lecture qu'on peut découvrir le monde. Donc la lecture est un moyen essentiel pour rehausser le niveau des enfants. À leur tour, certains de nos interlocuteurs invitent les parents d'élèves à suivre de près les élèves et étudiants avant de proposer quelques pistes de solutions aux établissements d'enseignement afin de rehausser le niveau des élèves et étudiants. Et à notre niveau, nous avons classé le problème en 3 niveaux. D'abord, la première, c'est la responsabilité des parents. Nous avons compris dans ces derniers temps qu'une fois que les enfants arrivent au niveau du lycée, que les parents pensent que lui, son suivi est arrivé à bon port. Ils pensent que déjà l'enfant est mature et du coup, le minimum de pression que les parents font par rapport sur les enfants, les parents ne font plus ça. C'est ce qui fait que réellement, tant qu'on ne suit pas les enfants de 15 ans, de 13 ans, de 14 ans, ils abandonnent complètement. Donc tout ce qui est condition d'amélioration du niveau des enfants, tout ce qui est condition d'apprentissage des enfants, vous allez voir que ces conditions ne sont pas réunies. Et l'autre volet qui s'ajoute un peu à ça, c'est le pléthore dans les classes. Vous allez vous rendre compte encore une fois de plus que dans certaines écoles second cycle, ou tout premier cycle, il y a le pléthore. Les effectifs de 100, de 120, et face à un seul professeur, je pense que c'est vraiment, le professeur se trouve un peu incapable d'encadrer tout ce beau monde-là. C'est ce qui fait que réellement, il y a des gens qui échappent à son contrôle. S'il faut qu'un professeur encadre jusqu'à 100 élèves, jusqu'à 200 élèves, c'est vraiment compliqué pour lui. En ce qui concerne nous, Toubakoro, les écoles Toubakoro, nous avons envisagé un certain nombre de mesures, parmi lesquelles nous pensons réellement, et nous avons vu ces résultats-là. Nous avons procédé tout de suite avec l'aval du directeur général. Nous avons pris une décision d'interdire l'utilisation du téléphone dans notre établissement. Nous avons complètement interdit le téléphone. Nous avons compris réellement, tant que les enfants n'utilisent pas le téléphone à l'école, ils se donnent au travail. Et quand les enfants amènent le téléphone à l'école, c'est le contraire. Et l'autre mesure qu'on a réellement ajoutée à ça, c'est les mesures de contrôle. Nous avons mis en place un système dans lequel, tous les jours, sans exception, nous faisons l'appel en ce qui concerne la régularité des enfants. Voilà. Et la troisième mesure qu'on a vraiment troisième décision qu'on a prise pour qu'on puisse relancer le niveau des enfants, c'est les cours de remédiation. Vous allez comprendre qu'à Toubakoro, chaque année, une fois que nous partons en congé, tous les élèves moyens, sans exception aucune,
nous organisons des cours de remédiation pour eux. Et cette année, le nouveau volet qu'on a ajouté un peu à ça, cette année, nous avons décidé, c'est pas d'aller en congé dès maintenant, dès ce mois de février, nous avons mis en place un système de cours qu'on appelle les cours de remédiation. Il faut aussi inciter les enseignants vraiment à aimer ce métier-là, à aimer l'enseignement. Et les enfants aussi à aimer, et les parents qui aiment comment pousser leurs enfants à bien travailler et à bien étudier. Parce que tu trouveras qu'il y a des enfants qui viennent, tu trouveras qu'ils n'ont même pas mangé. Tu trouveras que des enfants ils n'ont même pas les moyens pour subvenir aux fournitures scolaires de leurs enfants. Il faut aussi aimer, il faut que les enfants aiment travailler, aiment venir à l'école, étudier. Cependant, il est nécessaire que tous les acteurs de l'éducation, y compris parents d'élèves, élèves et étudiants, s'impliquent davantage dans l'apprentissage afin de rehausser le niveau des apprenants. Nous restons toujours dans le monde de l'éducation. Pour le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati, plusieurs phénomènes sont à la base de cette baisse des niveaux des élèves. Après avoir énuméré quelques causes, il propose quelques pistes de solutions. Monsieur Ousmane Traoré, de Cap de Kati, est au micro de Korotou Diabate et Ablé Sogodougou. La baisse du niveau des élèves est une réalité préoccupante, affectant du coup la qualité des ressources humaines du pays. Ces phénomènes se manifestent généralement par des difficultés croissantes des élèves lors des examens nationaux. Et plusieurs causes sont à la base de ces phénomènes. Parmi ces causes, il peut y avoir des causes internes, c'est-à-dire des causes qui sont liées à l'élève lui-même, qui sont en rapport avec les conditions psychologiques de l'enfant. Par exemple, le manque de besoins, d'intérêt et de motivation peut influencer négativement la performance scolaire de l'élève. Il y a également des facteurs externes qui sont généralement liés aux conditions d'infrastructure pédagogique et environnementale. Sur le plan structurel, il peut s'agir par exemple de l'insuffisance des salles de classe avec des effectifs assez élevés, ce qui crée des conditions difficiles pour le travail pédagogique pour l'enseignant. En dehors de cela, il y a également le manque de matériel didactique et pédagogique qui sont des conditions défavorables au processus d'enseignement-apprentissage. Sur le plan pédagogique, les facteurs scolaires comme par exemple le manque de formation continue des enseignants, voire même de formation initiale. Il s'agit souvent des enseignants qui n'ont pas reçu de formation dans une école de formation des maîtres. Si on les met en classe pour prendre en charge une classe, ça crée beaucoup de difficultés, donc impactant négativement sur la performance des élèves. Sur le plan environnemental, vous savez, l'environnement compte beaucoup dans l'apprentissage. Alors, un élève qui se trouve dans un environnement peu stimulant, où l'enfant ne bénéficie pas beaucoup d'apport et d'appui des parents d'élèves à la maison, par exemple pour les exercices à domicile qu'on donne à l'enfant, si l'enfant ne trouve pas quelqu'un à côté qui peut l'aider à aider à résoudre ses problèmes, à traiter ses exercices, donc il va avoir des effets sur la performance de l'élève. Généralement, l'enseignant ne peut pas tout faire en classe et il doit bénéficier de l'appui des parents d'élèves pour qu'il puisse bien faire son travail. Et généralement, certains parents d'élèves qui ont assez de moyens et recrutent des répétiteurs ou des enseignants qui donnent des cours à domicile qui peuvent aider favorablement l'élève. Mais si l'élève qui ne bénéficie pas de cela, il ne peut pas avoir la même performance que celui qui bénéficie de cet appui. Pour résoudre ces problèmes, des problèmes qui sont liés à la formation de l'enseignant, nous suggérons que les enseignants soient formés de façon continuelle
Sur le plan de recrutement, on doit revoir les conditions. Bien vrai que l'État fournit beaucoup d'efforts dans ces cas, mais du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, des fois les villages ou les communes sont obligés de recruter des enseignants pour prendre en charge. Donc ces enseignants qui ne sont pas issus d'une école de formation de maîtres doivent être encadrés et formés pour qu'ils puissent avoir les niveaux minimums en pédagogie pour enseigner. Sur le plan structurel ou infrastructure, nous demandons dans ces cas la construction de nombre suffisant de salles et de structures d'accueil pour les élèves. Au plan social, pour résoudre le problème d'accompagnement de l'élève, nous demandons l'implication des parents d'élèves pour aider les élèves, les suivre à la maison pour qu'ils puissent bien travailler. Nous avons constaté également que les écrans jouent négativement sur la performance des élèves parce que beaucoup d'élèves passent plus de temps à regarder la télé, passent plus de temps à regarder l'ordinateur ou les téléphones, qui peut impacter sur le temps que l'élève consacre à l'apprentissage. Bien, donc nous lançons un appel aux partenaires de l'école, aux parents d'élèves, à toutes les personnes de bonne volonté de s'impliquer à la gestion de l'école. D'autant plus que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Les enseignants à leur niveau et aussi ne peuvent pas tout faire et les parents d'élèves également. Donc dans ce cas, il faut la conjugaison des efforts des uns et des autres pour nous permettre d'avoir des élèves qui sont à la hauteur. Autre sujet dans ce journal, la célébration des événements sociaux, la tenue des événements sociaux, notamment le mariage, les baptêmes et autres fêtes sont des moments de grande mobilisation entre femmes afin de démontrer l'entente et l'union entre elles. Cependant, cette célébration de certains événements est devenue source d'instabilité dans certains couples. Certains Maliens se prononcent sur le sujet. Nous retrouvons Kouroutoumou Diabaté cette fois-ci avec Baba Keita. Pour les femmes, coudre et porter les uniformes lors des cérémonies de mariage ou de baptême de leurs proches est devenu au fil des ans une obligation. Elle est sortie de son but initial, dû à la façon de faire. Certaines attendent l'impossible de leurs époux, même si les moyens ne sont pas réunis, afin d'acheter 2, 3, voire 4 tenues au cours d'un même mois. Les tensions sont fréquentes, parfois au sein de nos foyers. Je me dis que nos mamans qui ont initié cette pratique-là avaient comme intention de nous alléger des dépenses, de nous faciliter la vie, parce que on est dans une société où le capitalisme et l'individualisme et la vie chère est devenue une réalité et s'impose de plus en plus. Il n'y aura pas de frustration. Voilà. Aucune femme n'était censée se sentir frustrée en voyant d'autres avec des modèles de 200 000 francs, souvent des broderies de plus de 100 000 francs. Voilà. Donc l'objectif était de bannir cette frustration-là de notre vie de femme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, les mentalités ont évolué et obligatoirement les pratiques évoluent et s'adaptent aux mentalités d'aujourd'hui. Et donc malheureusement, nous avons fait en sorte que cette pratique-là est sortie de son contexte. Et du coup, au lieu que ça continue de nous aider, de nous rendre la vie facile, c'est devenu maintenant une source de problèmes, de frustration, de pression sociale. Cette écrivaine féministe souhaite la cessation de ces achats d'uniformes. Le cas échéant, d'épargner les hommes, que chaque femme l'achète à la sueur de son front, dit-elle. Et je conseillerais d'ailleurs aux femmes d'arrêter avec cette histoire d'uniforme. Et pour le moment, vu qu'aujourd'hui, ça ne nous sert plus. C'est complètement sorti de son contexte. Et maintenant, pour ceux qui l'exigent, pour ceux qui cherchent à exiger de leur époux de le faire, d'en acheter, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'arrêter de faire cela. Et à défaut, si elles tiennent vraiment à le faire, si elles tiennent vraiment à les porter, à porter 3 ou 4 uniformes, qu'elles s'en chargent elles-mêmes.
qu'elles mêmes aillent travailler, qu'elles mêmes aillent chercher leur propre argent et qu'elles mêmes s'achètent ces uniformes-là. Ça ne sert à rien qu'on continue de se frustrer et de frustrer nos partenaires pour des futilités. Parce que moi, je l'appelle comme ça. Pour moi, c'est vraiment éphémère tout ça. Ça ne sert à rien. Le matériel, c'est de l'éphémère en fait. Ça ne sert à rien. Donc, sortons de cela. Cependant, il serait préférable pour les femmes de paraître dans de beaux habits dont on dispose lors des événements sociaux que des dépenses inutiles. De la culture, parlons-en dans ce journal. Les patrimoines culturels et les biens communs et forment l'identité d'un pays. Sa protection concerne chacun d'entre nous. D'autres en font même leur vie. C'est le cas de M. Lassana Sissé, qui est ancien directeur national du patrimoine, qui a passé 18 ans à Badjangara, au pays d'Ogon, comme gestionnaire des sites où il s'est battu pour la préservation des lieux. Lassana Sissé et le patrimoine, c'est une histoire de vie. Voyons cela avec Khadija Traoré. Si Lassana Sissé a consacré toute sa vie au patrimoine, une étape importante a été son action pendant 18 ans pour préserver et valoriser la falaise de Bandiagara, au pays d'Ogon, un site de 4000 km² avec plus de 200 villages, d'où son dévouement pour un site qui concerne la vie de nombreuses communautés. J'ai compris l'intérêt pour un pays comme le Mali, qui est un pays de patrimoine, un pays de culture, l'intérêt de gérer et de valoriser le patrimoine culturel national. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais le patrimoine culturel rapporte beaucoup d'argent, ou a rapporté à un pays comme le Mali, où il n'y a que des sites culturels, le tourisme donc est culturel. Et en parlant d'industrie du tourisme, le tourisme rapporte à tout le monde, hein. C'est pas seulement aux opérateurs, aux hôteliers, aux agences de voyage, mais aux populations locales, les boutiquiers, les guides de tourisme. Mais au-delà, le patrimoine contribue à la cohésion, à la paix, à l'entente entre les gens. L'architecture malienne est reconnue et préservée depuis l'époque coloniale. Et pourtant, des bâtiments comme l'Institut national des arts, INA, sont menacés de disparaître. L'Institut national des arts, les bâtiments est une partie identitaire de notre patrimoine architectural, parce qu'on parle d'architecture néo-soudanaise, qui est un style de construction qui existe sur notre territoire depuis au moins le XIIIe siècle et qui s'est développé dans toute la région ouest africaine. Donc ce bâtiment, c'est un patrimoine architectural à conserver. Pourquoi ça fait objet de beaucoup de bruit maintenant? Parce que apparemment on l'a bradé, on l'a vendu, l'État l'a vendu à un opérateur qui veut détruire pour construire peut-être un centre commercial, je parle comme ça. À ce jour, le Mali compte 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO, dont les plus anciens sont les mosquées de Tombouctou et de Djenné en 1988, suivis du pays d'Ogon en 1989 et des tombes d'Askia qui se trouvent à Gao, dans un grand cadre. Le Mali, c'est un pays de patrimoine. Notre pays voisin, le Sénégal, qui a tout envié au Mali sur le plan du patrimoine, a inscrit déjà 7 sites. On pourrait inscrire, par exemple, jusqu'à 10 sites. Mais avec la crise, c'est devenu compliqué, comme le fort de Medina Kai, ou la cathédrale de Mandiakoui, ou la mosquée de Kankoumoussa à Gao, où il y a beaucoup d'autres sites qu'on peut inscrire au Mali. Malana que 4. Avant de quitter, j'avais initié un dossier d'inscription des sites demandés. Case sacrée de Kangaba, le site de Kouroukanfouga et Case sacrée de Kenyero et l'Arche de Kamandjan. Le diplômé de l'école normale supérieure de Bamako et passionné de patrimoine se sent fier de ses multiples réalisations au cours de sa riche carrière. Il en tire un bilan positif. Franchement, on a fait beaucoup de choses. Je vais en chiffres. On a construit par exemple 3 musées locaux, 3 musées sur le plateau d'Ogon, parce que le pays d'Ogon c'est 3 régions naturelles, le plateau, la plaine et les falaises. On a fait 3 musées locaux, dont un musée communal à Soroli.
on a construit deux campements touristiques. On a construit un centre d'artisanat d'art. Ce dont je suis particulièrement fier, c'est notre appui aux formes teinturières, c'est-à-dire la valorisation des savoirs et savoir-faire dans les domaines de l'indigo. On a franchement fait des choses dont je suis personnellement fier. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais c'est des choses qui sont restées. Et à Banyagra-Bello, grâce à un financement de l'Union européenne, on a construit un musée régional qui malheureusement jusqu'à date n'est pas inauguré parce que les travaux ont pris fin quand la crise s'est déclenchée en 2012. Son parcours irréprochable a été marqué par ses collaborateurs qui retiennent de lui que c'est un gros travailleur. D'abord, Lassana, il fut un très bon directeur. Lassana a dirigé la Direction nationale du patrimoine culturel. Pendant tout ce temps, il a aimé les travailleurs, il les a rassemblés et il a été tellement gentil avec les travailleurs que nous ne pouvons pas l'oublier. C'est un homme qui aime beaucoup le bon travail et il récompense le bon travail. Les gens avec qui Lassana a travaillé, souvent il lui arrive de nous appeler individuellement sur nos sites pour nous demander « Ah Moussa, comment tu vas sur ton site? Alors, quels sont les problèmes que tu rencontres? Alors, quelles sont les positions que tu proposes ?» Donc ça va, vous avez vu que c'est un suivi que le directeur fait vis-à-vis d'un ancien collaborateur. Il n'est pas actuellement le directeur, mais il se soucie des gens qui ont travaillé avec lui et il se soucie de l'avenir de ces gens. Après 18 ans passés à Bandiagara comme présentateur du site, il a été contraint de revenir à Bamako à cause de la crise en 2013 où il a été directeur national du patrimoine jusqu'à sa retraite en 2017. Depuis, il a ouvert une agence de consultation panafricaine sur la culture et le développement locaux. Président de l'Association internationale pour l'éveil des monuments et sites, il intervient également à l'international. Lassana Sissi reste un homme du patrimoine toujours actif et passionné. Voilà, à présent, voyons ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité en bref, une image commentée par Moussa Fomba. Les États-Unis sont non seulement incapables de fournir des garanties de sécurité aux nations arabes du Moyen-Orient, mais les mettent actuellement en réel danger, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Ces dernières semaines ont clairement montré que ce sont les intérêts d'Israël qui importent aux États-Unis et non la sécurité de nos voisins, a souligné le chef de la diplomatie dans son discours de l'Aïd el-Fitr. Non seulement les États-Unis sont incapables d'assurer la sécurité de nos voisins, mais ils les mettent également en danger, abusant de leur confiance, a ajouté Araghchi. Selon lui, les dirigeants des nations musulmanes devraient exprimer clairement leur rejet de l'agression contre l'Iran, non seulement en parole, mais aussi en acte. Araghchi a souligné que l'agression américano-israélienne vise l'ensemble de la région et le monde islamique, et il est naïf de penser que le silence et la coopération avec eux peuvent contribuer à garantir la sécurité à l'avenir. De son côté, le président américain Donald Trump a admis la possibilité d'une fin rapide de l'opération militaire contre l'Iran. Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs, alors que nous envisageons de réduire progressivement notre important engagement militaire au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran, a écrit Trump sur sa page Truth Social. Il a mentionné la destruction des capacités balistiques, de l'industrie de défense, de l'armée de l'air, de la marine et des systèmes de défense aérienne de la République islamique parmi les objectifs américains. De plus, selon Trump, les États-Unis espèrent priver l'Iran de la capacité d'acquérir l'arme nucléaire et assurer une protection au plus haut niveau à leurs alliés au Moyen-Orient, notamment Bahreïn, Israël, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé qu'Israël avait fait pression sur les États-Unis par le passé pour qu'ils attaquent l'Iran. Il a soutenu que Barack Obama avait résisté à ces pressions, tandis que Donald Trump avait reculé face à la même stratégie. Blinken a avancé qu'Israël avait envoyé un message à Obama disant « Nous bombarderons l'Iran que vous le vouliez ou non », tout en suggérant que Trump aurait pu subir des pressions lorsqu'il a déclaré « Les dossiers Epstein sont en leur possession ». L'ancien diplomate américain a également avancé une hypothèse controversée quant aux raisons de ce changement d'attitude de Trump. Blinken a affirmé qu'Obama s'était opposé à la stratégie de pression militaire d'Israël,
Tandis qu'une situation différente s'est dessinée sous l'administration de Donald Trump. L'ancien diplomate américain a également avancé une hypothèse controversée quant aux raisons de ce changement d'attitude de Trump. Il a suggéré que Trump aurait pu subir des pressions liées au dossier Jeffrey Epstein. Les propos de Blinken ont suscité un vif débat au sein de la politique intérieure américaine et au sein de l'opinion publique internationale. L'entourage de Trump n'a pas encore réagi officiellement à ce sujet. Les États-Unis ont le sentiment que l'Europe les a trahis en refusant de soutenir leur action militaire contre l'Iran, a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko. J'étais curieux de savoir ce que les Américains, les personnes directement concernées, pensaient d'avoir été abandonnés par les Européens. Nous avons également abordé cette question, a déclaré Loukachenko, cité par Belta. Ils sont bien sûr très sensibles à ce sujet et le dirigeant américain Donald Trump l'a lui aussi très mal pris. Comme l'a souligné le président biélorusse, les États-Unis ont apporté leur soutien aux Européens, tant au sein de l'OTAN que sur le plan économique. Ils ne pourraient tout simplement pas exister sans les Américains. Et ils ont tout simplement forcé l'Allemagne à se retirer de la guerre, a déclaré Loukachenko. Il y a là une histoire importante. Trump a des origines allemandes, je crois. Et pour les États-Unis, c'est très douloureux et offensant. Ils s'en remettront bien sûr. Mais nous devons sortir de cette situation, a ajouté le dirigeant biélorusse. Le sommet de l'Union européenne du 20 mars n'a pris aucune décision concernant un éventuel soutien militaire aux États-Unis dans le conflit avec l'Iran. Dans leur déclaration finale, les dirigeants européens se sont contentés d'appeler toutes les parties à la retenue. Abbas Araghchi a souligné que la grande majorité des Britanniques s'oppose à toute implication dans cette guerre de choix. La grande majorité du peuple britannique ne souhaite pas prendre part à la guerre d'intérêt israélo-américaine contre l'Iran, a écrit Araghchi dans un article publié sur X. Il a ajouté qu'en ignorant son propre peuple, M. Starmer met en danger des vies britanniques en autorisant l'utilisation de bases britanniques pour des agressions contre l'Iran. Le plus haut diplomate iranien a fermement réaffirmé le droit légitime de l'Iran à la légitime défense face aux attaques en cours. Par ailleurs, lors d'une conversation téléphonique vendredi avec son homologue britannique Yvette Cooper, Araghchi a fermement condamné la décision du Royaume-Uni d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases militaires. Ces actes seront assurément considérés comme une participation à une agression et resteront inscrits dans l'histoire des relations entre nos deux pays, a-t-il déclaré. Araghchi a vivement critiqué le Royaume-Uni et certains autres pays pour leur refus de condamner l'attaque dangereuse et inconsidérée contre le champ gazier de South Pars, tout en dénonçant hypocritement les frappes de représailles défensives de l'Iran contre des installations liées aux États-Unis dans la région. De son côté, le corps des gardiens de la révolution islamique affirme avoir ciblé le F-35 américain que les États-Unis avaient présenté au monde comme la fierté de leur technologie militaire. Il a été touché à l'aide du système de défense aérienne iranien, a déclaré une source militaire au sein du corps des gardiens de la révolution islamique. Cette source militaire a noté qu'en étudiant les systèmes de défense aérienne des pays avancés du monde, les Américains et les Israéliens pensaient qu'aucun système de défense aérienne n'était capable de cibler et de toucher le F-35, mais ils ont été stupéfaits par le système de défense aérienne inconnu et de fabrication nationale de l'Iran. La source a ajouté que dans les jours à venir, l'Iran dévoilera ses nouvelles capacités contre ses ennemis et que chaque jour qui passe dans cette guerre imposée sera une nouvelle humiliation pour ces derniers, malgré leurs prétentions technologiques. Voilà, c'est sur ces images que nous référons. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.